Vanier est avec nous en plateau pour évoquer l'actualité des marchés, notamment des marchés émergents. C'est votre spécialité. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes le président de Gemway Assets et on va retrouver tout de suite en duplex depuis New York Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services. Grégory, bonjour à vous. Comment est-ce qu'on arrive à trouver un lien dans les mouvements de marché là qui sont assez animés, et comment est-ce qu'on fait le lien avec le discours de Janet Yellen aujourd'hui? On pourrait se dire que Janet Yellen est redevenue l'amie des marchés. Car si on lit un peu son communiqué, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'en fait, les prévisions de la Fed pour une économie qui accélère ou une économie qui ralentisse sont à 50-50. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne sait pas quel va être exactement le futur de l'économie. Alors qu'est-ce que ça nous laisse penser, et qu'est-ce qu'elle dit clairement? Elle dit clairement que la route va être à la fois très lente pour remonter les taux et pas très pentue, si je puis dire, puisqu'elle parle vraiment que on n'est déjà pas très loin d'un niveau où ces taux seraient neutres par rapport au niveau de l'inflation. Alors ça laisse une seule chose, je pense, pour les investisseurs, l'impression que la Fed va être très lente à agir. Et si vous regardez par exemple les attentes de hausse des taux par les futurs sur la fin de l'année, on n'en est plus qu'à 40% de probabilité d'une hausse des taux aux États-Unis cette année. Il ne faut pas quand même oublier que le discours de la Fed, pour le moment, c'est encore une hausse des taux. Donc les marchés là sont beaucoup plus dovish encore qu'une Fed qui elle-même est plutôt dovish. Bruno, qu'est-ce qui vous intéresse? Alors, homme de marché, bien sûr, vous vous intéressez à la Fed. Tout le monde s'intéresse à la Fed et au dollar. Mais avec le prisme émergent que vous avez chez Gemway Assets, qu'est-ce qui vous intéresse dans la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, dans le discours là de Janet Yellen qu'elle est en train de prononcer devant les membres de la Chambre des représentants? En fait, deux choses. Une première qui est relativement positive quand même pour les pays, les marchés émergents, que vous savez, dans le passé, on a toujours eu à peu près ce sujet sur les devises émergentes qui baissaient beaucoup, l'éventuel tapering ou une politique monétaire moins accommodante serait négative. Bon, là, clairement, ce discours, ou en tout cas cette posture est plutôt positive, d'autant que dans les pays la émergents... posture douce, vous voulez dire, c'est ça, de Janet Yellen. C'est bon, surtout pour des pays très plus cycliques, comme le Brésil, par exemple, la Russie, où on attend encore des baisses de taux, parce que l'inflation dans ces pays baisse. Mais quand on regarde les taux réels, et notamment le différentiel de taux réels par rapport à ces taux locaux en Russie, au Brésil, par rapport aux taux américains, finalement, en dépit de la baisse des taux nominaux, on n'a quasiment pas de baisse des taux de l'écart de taux réel. Ah ouais. Et donc, effectivement, si on a des perspectives de hausse des taux américains qui s'éloignent encore plus, ou qui deviennent nulles, ça rend la situation de la Banque centrale brésilienne, de la Banque centrale russe encore plus facile, avec une devise. C'est de l'oxygène à chaque fois, en plus, un peu pour ces banques. Donc ça, c'est plutôt bien. Cela dit, un peu de prudence quand même là-dessus, parce que on voit bien ces taux dont la hausse s'éloigne, mais il y a quelques semaines, quand même, la Banque centrale américaine a quand même annoncé sa volonté de réduire le total du bilan de la Banque centrale, en d'autres termes, de réduire quand même ou d'inverser complètement le quantitative easing. Et ça, bien sûr, ça réduit un peu la liquidité mondiale, donc il faudra faire un petit peu attention à ça. Mais globalement, son discours est évidemment positif pour les marchés émergents. Oui, on le voit très clairement, puisque Wall Street là est en train de bondir. On gagne 0,7-0,8% sur les indices américains. Nous, à Paris, on gagne 1,75%. Je vous rappelle aussi, on parle jamais de la Banque du Canada, mais c'est quand même une des rares banques centrales dans le monde là qui vient d'annoncer une hausse de taux. Donc, dans le sillage de la normalisation de la Réserve fédérale américaine, le principal taux directeur de la Banque du Canada donc est relevé d'1/4 de point à 0,75%. Si on reste sur le discours de Janet Yellen, Grégory, là, elle va répéter le discours qui a été transmis aux agences, et puis elle va surtout répondre aux questions des membres de cette commission des services financiers de la Chambre des représentants. Quels vont être les sujets chauds pour Janet Yellen, Grégory? C'est un peu le problème, parce que vous savez que ces représentants, ils ont qu'une envie, c'est de briller devant les caméras. Donc, pour briller devant les caméras,
ils vont poser des questions à la fois assez dures et certainement des questions auxquelles elle ne pourra pas vraiment répondre. Alors ils vont lui demander, est-ce que vous allez vous représenter comme chairman de la Fed l'année prochaine? Est-ce que vous voulez rester? Elle va évidemment pas dire oui ou non. Ils vont lui demander, est-ce que vous pensez que les marchés sont trop chers? Il faudra qu'elle réponde d'une façon quand même assez fine et assez délicate, puisqu'elle avait déjà laissé un peu entendre quand même que la Réserve fédérale regardait ces niveaux de marché avec une certaine inquiétude. Ils vont lui demander, est-ce que vous pensez que Donald Trump et le programme économique de Donald Trump va être mis en place, puisque évidemment ça fait partie quand même des hypothèses de travail. Qu'est-ce qu'elle peut répondre? Elle peut pas en savoir plus que nous à ce sujet-là. Donc je dirais, elle va un peu surfer devant des représentants qui eux veulent briller, et je crois pas qu'on va apprendre vraiment quelque chose de très très nouveau des réponses à ces questions. Est-ce qu'on pourrait lui demander, enfin je sais pas si on lui posera la question comme ça, mais quel serait le profil idéal pour lui succéder à la tête de la Fed, puisque son mandat arrive à expiration en février 2018. Il y a un nom qui circule là de manière assez répétitive, mais qui est en train de prendre peut-être un peu d'importance, c'est le nom de Gary Cohn, qui est déjà membre de l'administration de Donald Bush, puisqu'il préside le conseil, ce qui serait notre conseil d'analyse économique, hein, rattaché à la Maison Blanche. Qu'est-ce qu'on peut dire du profil de Gary Cohn, qui est un homme de marché avant tout, Grégory, hein? Oui, c'est un ancien de Goldman Sachs. Ce qu'on peut dire de Gary Cohn, c'est que c'est surtout quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Et le pragmatisme, c'est tout ce que, je pense, on peut quand même souhaiter de la part de la Réserve fédérale dans le futur, car les erreurs qu'une banque centrale font viennent en général du manque de pragmatisme et viennent plus d'essayer de suivre une doctrine qui peut s'avérer être à contre-temps ou à contre-courant de la réalité économique. Donc, si on posait cette question à Janet Yellen, d'abord, elle va évidemment pas se prononcer sur Cohn, mais elle pourra dire qu'elle veut quelqu'un de éminemment qualifié, et c'est certain que Cohn est aussi qualifié que Yellen, on peut le dire, pour ce genre de position. Bon, avec une formation quand même différente, hein. Pour le coup, Janet Yellen, c'est une économiste académique. C'est pas la formation de Gary Cohn, qui est dès le départ un homme de marché, on va dire un trader jusqu'au bout des ongles, avec ce côté pragmatique et ce parcours chez Goldman Sachs, puisqu'il en a été quand même numéro 2, et il était question à un moment qu'il en devienne numéro 1 en remplacement de Lloyd Blankfein, le patron de Goldman Sachs aujourd'hui. Grégory, juste encore un mot, parce que on fête en 2017, ou en fait on célèbre, on marque en tout cas les 10 ans du début de la crise des subprimes, hein, les premiers petits accidents, les premières provisions, les premiers fonds gelés, c'était en 2007 sur la planète financière, et on a encore des litiges qui sont en train d'être soldés, des litiges qui nous ramènent à cette époque-là. Oui, c'est des souvenirs un peu douloureux, surtout douloureux, je pense, pour la banque en question, Royal Bank of Scotland. Ils ont accepté de payer 5,2 milliards de dollars pour arrêter les poursuites qui étaient lancées contre eux. À quel sujet? C'était que entre 2006 et 2007, Royal Bank of Scotland avait vendu pour 32 milliards de dollars d'hypothèques, de produits dérivés d'hypothèques à Fannie Mae et à Freddie Mac, et en fait, elle avait très très mal décrit les risques qu'il y avait dans ces produits. Donc en gros, elle avait quand même abusé leurs clients. Alors voilà, il faut savoir quand même un peu leur métier. Cet argent avait déjà été provisionné. Fanny et Freddy, Grégory, c'était un peu leur métier quand même de racheter ce genre de produits, non? Écoutez, malheureusement, il faut pas oublier que c'est des organismes d'État, Freddie et Fannie Mae, et que surtout, ils n'avaient qu'une envie, c'était d'acheter le maximum de papier, parce qu'ils avaient de l'argent vraiment à investir, et comme les autres, ils cherchaient des revenus les plus hauts. Donc, ils étaient pas plus sensibles au risque, Freddie Mac et Fannie Mae, que les autres banques qui ont fait exactement le même genre d'opération, et ça leur a coûté extrêmement cher. N'oubliez pas que Fannie Mae, si ça n'avait pas été sauvé par l'État, ça aurait été un organisme totalement en faillite.
Bon, voilà, 10 ans après, on reste quand même sur la résolution, le règlement de ces litiges à l'amiable, en échange d'un gros chèque, évidemment, de 5,5 milliards de dollars pour RBS, donc qui solde ainsi ces litiges avec la justice américaine. Merci beaucoup, Grégory. Bonne séance à vous. Ça s'annonce plutôt bien quand même, puisqu'on est en belle hausse à Wall Street. Pour l'instant, plus 0,7%. Et puis une hausse qui s'est accélérée également en Europe après les premiers propos de Janet Yellen, qui se montre toujours très, très prudente, peut-être encore même plus prudente que ce que le marché imaginait, et le CAC 40 qui gagne 1,8% désormais, 5233 points. Les marchés émergents, on en parle avec vous, donc Bruno Vanier, je le rappelle, vous êtes le président de Gemway Assets. Je voulais qu'on redise un mot d'un événement majeur quand même, pour ceux qui s'intéressent aux marchés émergents. On va enfin faire rentrer des actions chinoises dans les grands indices émergents, et le grand indice émergent qui est celui du MSCI, le MSCI Emerging Market, qui jusqu'à présent n'avait pas de Chine ou que très peu de Chine. Oui, dans ils avaient tout ce qui est coté à Hong Kong et voilà, coté à New York, et ça représentait quand même 28% de la taille de l'indice global émergent, quoi. Là, effectivement, il y a une décision il y a quelques jours, quelques semaines, de intégrer les marchés ou une partie des marchés domestiques que sont Shanghai et Shenzhen dans leurs indices. Et à terme, on pourrait imaginer que la Chine pèse entre 35 et 40% de l'indice émergent, si bien sûr ces marchés... Parce que là, aujourd'hui, juste quand on prend il y a 222 valeurs, je crois, chinoises. Il y a 222 valeurs qui ont été sélectionnées pour rentrer. Elles vont rentrer l'année prochaine. Oui, c'est ça, printemps 2018. C'est ça. Au mois de mai, au mois d'août. Mais elles représentent moins de 1% de la capitalisation de l'indice. C'est ça. Elles vont représenter 0,7%. Mais elles sont prises à hauteur de 5% de leur poids. C'est-à-dire que entre 5 et à la fin, peut-être un montant bien plus élevé que ça, on a une tendance qui est quand même très bonne. Alors je ne sais pas si dans 5 ans, ce sera 35 ou 40%, ça, Dieu seul le sait, mais globalement, les flux vont plutôt dans un sens positif pour la Chine. Donc les étrangers, les investisseurs étrangers qui mettent de l'argent dans les fonds globaux émergents, donc les gérants de fonds globaux émergents, pour beaucoup des gérants passifs, c'est-à-dire d'ETF, vont devoir acheter ces 222 valeurs, et sans doute plus tard, à des niveaux qui vont en augmentant. Donc ça, c'est très positif. Le marché chinois, il peut absorber, là, parce que ça va quand même drainer. Oui, non mais il peut largement absorber, dans la mesure où Shanghai et Shenzhen sont quasiment les deux marchés les plus liquides du monde. Sur les deux marchés, on traite facilement entre 30 et 40 milliards chacun, donc x2 pour les deux marchés, milliards de dollars par jour. Donc on est sur des montants de volume extrêmement importants. Aujourd'hui, les étrangers ne représentent que à peine 1% de ces marchés. En volume, c'est encore moins. Donc, globalement, il n'y a pas de souci. Les flux étrangers vont être absorbés. Alors, ce qui est intéressant également, c'est dans l'autre sens. Vous savez qu'on a eu ce Connect qui a permis et qui permet aux étrangers, aux investisseurs domestiques chinois d'investir plus facilement à Hong Kong, et notamment sur des valeurs chinoises. Et là, depuis le début de l'année, on est à des niveaux assez élevés, parce que c'est quand même à peu près 15% des volumes à Hong Kong sont achetés d'investisseurs chinois domestiques, c'est ça, par des qui viennent acheter à Hong Kong grâce à cette connexion qu'on a faite entre ces marchés. Ça change un peu la donne pour nous investisseurs, parce que souvent on regardait un peu ce que faisaient les investisseurs globaux, est-ce qu'ils sortaient, ils rentraient. Vous savez que pendant 4-5 ans, ils ont sorti des marchés émergents, pardon. Or, depuis le début de l'année, il y a de belles rentrées, c'est sur les actions émergentes. C'est près de 65 milliards de dollars qui sont rentrés de la part d'investisseurs globaux, européens, américains essentiellement. À cela s'ajoutent ces investisseurs, je dirais, plus locaux, quoi. La Chine pour Hong Kong, mais aussi en Inde, enfin les investisseurs locaux indiens pour le marché indien. Et là, on atteint des montants qui sont pas négligeables, de l'ordre de 30 milliards de dollars depuis le début de l'année. Est-ce que c'est bon pour la maturité ou la stabilisation de ces marchés, qui sont parfois des marchés un peu volatiles, ou est-ce qu'au contraire, vu les flux que ça va drainer, des flux internationaux qui ont l'habitude de se déplacer très très vite sur la planète, est-ce que ça soumet encore plus justement ces marchés-là au mouvement de ces flux de capitaux qui vont très vite dans un sens, mais très vite dans l'autre aussi, Exactement, mais le problème, c'est là s'ils vont tous dans le même sens à un moment précis, quoi. Là qu'on ait une classe d'investisseurs avec
des comportements légèrement différents, bien ou mauvais. Du reste, le sujet n'est pas de juger de leur comportement. C'est plutôt positif parce que c'est quelque chose c'est un comportement différent qui s'introduit dans un comportement global de marché qui normalement augmente l'efficience du marché. Donc net, j'ai envie de dire, c'est positif. Maintenant, effectivement, les flux, quand ils vont dans le même sens, c'est toujours dramatique. Positif et négatif, malheureusement. Oui, c'est ça, ça fonctionne dans un sens et dans l'autre. Bon, voilà, c'est le début d'une histoire, effectivement. Enfin, en tout cas, voilà, le sens de l'histoire est écrit désormais pour ces valeurs chinoises, ces valeurs domestiques chinoises qui vont être intégrées là au fur et à mesure. Tout ça va prendre du temps, j'imagine. Mais vous voyez, dans notre portefeuille, par exemple, on a déjà presque un peu plus de 5,5% de valeurs qui sont domestiques cotées à Shanghai et à Shenzhen. Hein. Certains investisseurs globaux l'ont déjà opéré, ça va sans doute augmenter de la part de ces investisseurs indéniablement. Hein. Est-ce que c'est la fin du trade technologique, Bruno? C'est l'autre question que je voulais vous poser parce que on a eu, alors évidemment on suit les grandes valeurs tech américaines, vous suivez les grandes valeurs tech du monde émergent, d'Asie notamment. Il y a des grands noms chinois ou autres d'ailleurs qui sont cotés à New York, des Tencent, des Alibaba. Est-ce que c'est la même histoire? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a les mêmes inquiétudes que celles qu'on a pu avoir sur les tech américaines? J'ai envie de dire une inquiétude un peu de marché, au même titre qu'on peut s'inquiéter du grand rallye des technologies américaines. C'est vrai qu'il y a une certaine corrélation avec, notamment dans certains secteurs, et notamment dans le secteur de la technologie, une forte corrélation entre les valeurs américaines, européennes ou émergentes. Et effectivement, la performance depuis le début de l'année est excellente, que ce soit les titres comme Tencent, Alibaba dans l'Internet, mais également dans la technologie, dans l'électronique, comme Samsung Electronics, qui fait une performance canonissime. On est au plus haut historique sur Samsung maintenant. Et on monte de 45% depuis le début de l'année. Alors, la chose extraordinaire, c'est quand même, notamment sur Samsung, c'est qu'en dépit d'une hausse de 140 et quelques % depuis 18 mois, en termes de valorisation, on est toujours à peu près au même niveau. Ça veut dire, voilà, c'est ça. Non, mais c'est très important. Ça veut dire que ça a été un mouvement de revalorisation, enfin, du cours de bourse de Samsung, mais qui s'est accompagné d'une perspective bénéficiaire qui a suivi ce mouvement-là. Donc qui a même tiré d'ailleurs le mouvement de. Pas pour toutes, bien sûr, mais notamment pour les grands groupes techno, plutôt électroniques asiatiques. C'est vrai que, en dépit de la hausse qu'on a vue, la valorisation reste absolument raisonnable. Il n'y a pas de bulle sur ces valeurs-là aujourd'hui? À notre avis, non. On a des prévisions bénéficiaires qui ont été largement augmentées, mais au vu des résultats. Là, Samsung a préannoncé son résultat sur le deuxième trimestre. On va avoir les résultats définitifs dans les jours qui viennent. Normalement, il devrait être très très bon, très très bon. Donc, on sent bien que dans les semi-conducteurs, on a vraiment des chiffres très très bons qui sont salués bien sûr par la bourse. Ouais, il y a une espèce d'effervescence dans ce secteur des semi-conducteurs là en ce moment. On en parle de temps en temps, mais voilà, ça se passe très bien. Et pour vous, la tech émergente, la tech asiatique, encore de beaux jours devant elle. Absolument. Non, moi, je pense que comprend. Voilà, je pense qu'il faut pas trop être trop contrariant et se dire commencer à sortir de ces secteurs, parce que je crois que vraiment les fondamentaux de ces secteurs sont vraiment très bons. Les bénéfices sont très bien orientés. Alors effectivement, on peut dire que certains titres sont un peu surachetés, qu'ils peuvent perdre un petit peu à court terme. Depuis une dizaine de jours, c'est un secteur qui était un peu à la traîne, mais là, effectivement, depuis 2 jours, ça repart fortement. Bon, on le voit, les techs, l'américaine, le Nasdaq qui se comporte très bien. Enfin, aujourd'hui, c'est du vert partout. De toute façon, sur les marchés, il n'y a pas de question à se poser. Aujourd'hui, il faut acheter, ou il fallait acheter, en l'occurrence, avec des marchés qui accélèrent. Merci beaucoup, Bruno. Bruno Vanier, qui est avec nous en plateau, président de Gemmo Assets. On se reconnecte à la séance du jour, alors que Janet Yellen est en train de s'exprimer devant la commission des services.